et bienvenue sur Les Aimants, le podcast qui donne la parole à tous les aidants et toutes les aidantes. Que ce soit à temps plein ou à distance, que ce soit pour quelques semaines ou des années, il faut toujours beaucoup d'amour pour être aidant. C'est pour cela que ce podcast porte ce nom et qu'il est là pour rendre hommage à ces personnes qui mettent au moins une partie de leur vie, entre parenthèses, pour aider un proche à traverser une épreuve. Je me présente, je suis Sophie, naturopathe et agitatrice de santé naturelle de profession. Mon parcours personnel m'a amenée à être beaucoup en contact avec des aidants et à être moi-même aidante. J'ai pu ainsi observer de près le dévouement que cela peut être de consacrer une partie de sa vie ou même son quotidien à un proche. On parle peu de ces merveilleuses personnes, et pourtant, que serions-nous sans eux, sans elles ? Parlons un peu chiffres, pas longtemps promis, pour que vous vous rendiez mieux compte. En France, à l'heure où je vous parle, 11 millions de Français et de Françaises sont aidants, aidantes. Et 63% l'ignorent. Pourtant, cela représente 11 milliards d'euros rien que pour les 60 ans et plus. Mais on aura l'occasion d'en reparler en détail un peu plus tard. Pour l'instant, fini les chiffres et le mental, passons au cœur et au témoignage de ces aidants et aidantes au grand cœur. Aujourd'hui, nous écoutons Luna. Luna est une amie très chère depuis quelques années, une sœur d'âme. Notre amitié est née en un instant, comme une évidence. Dans cet épisode, elle nous raconte, avec l'authenticité qui la caractérise, son histoire avec sa maman, victime des attentats du 14 juillet 2016, à Nice. Merci à toi Luna pour ta confiance. Merci à celles et ceux qui me font confiance en participant à ce podcast sur ce sujet loin d'être évident. Et maintenant, place au témoignage, rempli d'amour et de sincérité, de Luna. Bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, je suis avec Luna. Bonjour Luna et merci d'avoir accepté de témoigner. Tout d'abord, je te laisse te présenter de la manière dont tu le souhaites. Génial, merci Sophie de m'avoir invitée, c'est un plaisir. C'est toujours la grande question, se présenter. Je suis une grande amoureuse de la vie. J'ai une grande soif d'apprendre et de connaître. Si je devais me qualifier, j'ai trouvé récemment, en participant à des ateliers, pour définir mon unicité et ma communication dans mon travail, 2 archétypes qui me plaisent beaucoup, celui de l'artiste et celui de l'exploratrice. Et du coup, je dirais que je suis une exploratrice artiste, puisque j'aime beaucoup voyager. Voilà, j'ai une âme de nomade, d'après mon entourage. Et il y a le voyage physique qu'on peut faire en se rendant d'un point A à un point B ou sans destination. Et il y a aussi les voyages intérieurs, finalement, l'exploration intérieure qu'on retrouve dans mes outils actuels, dans ma pratique en tant que professeur de yoga, en tant que coach de vie, que praticienne en massage ayurvédique, en micronutrition. Voilà, c'est quelque chose qu'on peut retrouver de ce domaine-là. Et le côté artiste, c'est toute la créativité que je mets dans ma vie depuis toujours. Alors bon, il y a ma formation de métier qui est illustratrice en bande dessinée, mais il y a aussi toute la créativité que je peux mettre au quotidien, que ce soit dans la cuisine, en ne suivant aucune recette et en arrivant à manger des plats qui sont assez chouettes. Peut-être pas dignes du guide Michelin, mais en tout cas, ça ravit les papilles autour de moi. Donc ça, c'est chouette. Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation très personnelle. En effet, moi qui te connais en dehors de ce podcast, je confirme que aventurière et artiste et exploratrice, ça te correspond très bien. Mais si on est ici ensemble aujourd'hui, c'est aussi parce que tu es ou tu as été, tu vas nous le dire, aidante. Raconte-nous un petit peu ton histoire,
comme si tu la raconterais à quelqu'un que tu ne connais pas? Déjà, je lui dirais, est-ce que tu as 20 ans devant toi pour que je te raconte, ou plutôt 32, parce que je vais sur mes 32 ans dans quelques jours. Et comme on se l'est dit il y a peu, on est aidant et aidante de quelqu'un, soit tout au long de notre vie, soit par moment dans notre vie. Et je fais partie de ces personnes qui ont un peu le syndrome de la sauveuse. Donc j'ai souvent joué les aidantes. Alors ça a été beaucoup dans des relations amoureuses, sentimentales, où j'étais un peu Wendy au pays imaginaire, qui essayait désespérément de sauver Peter Pan et les enfants perdus. Et ensuite, la vie m'a amenée à devenir l'aidante de ma maman, qui s'est trouvée à un endroit on n'aurait jamais pensé en fait que ça se passe ainsi, mais elle est allée voir donc le feu d'artifice du 14 juillet 2016 à Nice. Et ce soir-là, il y a un camion qui a déboulé sur la promenade des Anglais et qui a décidé de ne pas tenir les freins, je sais pas si on peut dire ça comme ça, et de se lâcher à toute allure sur la foule qui était présente pour observer le feu d'artifice. Donc, qui a brisé en quelque sorte des milliers de vies. Parce qu'on compte les victimes qui sont décédées physiquement, officiellement, mais il y a derrière toutes les victimes qui sont encore présentes, et après les victimes, ce qu'on appelle collatérales, comme moi, qui, euh, qui sont les victimes par ricochet de celles qui étaient présentes le jour J et qui ont vécu l'événement. Donc je suis devenue aidante de ma maman et je le suis encore aujourd'hui. Et je pense que du coup, c'est un rôle que je vais tenir jusqu'à ce que ma maman ou moi, ça dépend de ce que la vie décide et dans l'ordre où elle le décide, on n'a aucun contrôle sur ça, ne soyons plus là l'une pour l'autre. OK, merci de ton témoignage. Et comment tu te sens vis-à-vis de ce rôle qui, voilà, qui d'après ce que je comprends, dans le récit de ton histoire, a été soudain. C'est souvent le cas quand on devient aidant. On a rarement, une petite notification, au préalable. Comment tu te sens toi dans ton rôle, dans ce rôle d'aidante? C'est marrant ce que tu dis parce que peut-être que les femmes qui sont enceintes, des fois, ont des réponses avec l'amniosynthèse et peuvent se préparer. Je suis en train de me dire, la chance. Tu vois, dans ma tête, ça a fait quelle Non, c'est chance. vrai que c'est rare, ouais. Ouais. Quelle chance parce que oui, c'est soudain et en fait, on n'est pas. Enfin, moi, j'étais pas prête, sincèrement, à, à vivre ça et je pense que je ne le suis toujours pas puisque la vie est la vie et elle met sur notre chemin différents obstacles qu'on est, pour moi, selon ma vérité, en tout cas capable de tous et toutes dépasser. On en a la capacité, en tout cas si c'est présent. Maintenant, on ne sait pas ce qui nous attend et à chaque fois que ça arrive, c'est un peu comme si on était au pied d'une montagne et on n'a pas toujours, je n'ai pas toujours en tout cas, moi personnellement, la direction, je ne sais pas quel chemin emprunter en premier sans m'épuiser et la durée de l'épreuve en fait et de l'obstacle à traverser. Donc c'est un rôle que je vis d'une manière très lourde, sincèrement, qui a un gros poids. Surtout que je fais partie des aidantes qui sont pas encore reconnues officiellement par l'État, puisque juridiquement, on a un dossier, enfin plusieurs dossiers qui sont ouverts en lien avec cet attentat, et la justice française étant très longue, mon rôle, en tout cas d'aidante, n'est toujours pas reconnu. Alors, il y a eu des rejets plusieurs fois.
de la part du Fonds de garantie des victimes. Et à chaque fois, c'est d'autant plus lourd à porter puisque finalement, ils rejettent cette demande parce qu'on ne remplit pas les cases qu'ils ont eux-mêmes finalement fixées et décidées. Et je ne sais pas qui sont ces personnes, en tout cas, qui ont rédigé ces formulaires. Et j'espère qu'il y a des aidants et des aidantes dedans, mais je sais pas, je doute quand même beaucoup, puisque c'est un rôle qui sort des cases et qui ne peut pas remplir une to-do list en fait précise et cocher parfaitement la condition pour remplir ce rôle. Il n'y a pas d'aidante parfait, de raison plus valable qu'une autre. Et donc, c'est quand même quelque chose qui est vraiment lourd. Même si j'ai la chance d'avoir une relation avec ma maman d'amour fusionnel et inconditionnel. Et du coup, j'aide une personne que j'aime profondément. Et c'est beaucoup plus facile pour moi au quotidien. Et il y a beaucoup de communication entre nous, beaucoup de respect l'une de l'autre. Et on a appris s'apprivoiser dans ce nouveau rôle, autre que celui de la mère et de la fille, finalement. Même s'il y a quelque chose qui est assez drôle, parce que ma maman était aide-soignante et elle avait pour collègue un professeur de yoga. Alors déjà, bon, c'est un signe de la vie assez chouette, qui lui disait toujours cette phrase. Alors, je vais essayer de te la reformuler. Nous sommes les enfants de nos enfants. Et lui donnait toujours cette référence quand ma maman était face à un problème dans mon éducation et quand elle savait pas comment faire. Et c'est vrai que ma maman m'a dit qu'elle avait beaucoup appris en m'élevant finalement. Et aujourd'hui, j'ai parfois un rôle très nourricier et de mère vis-à-vis de ma propre maman. C'est déstabilisant, mais c'est intéressant et je dirais même agréable à vivre, pour moi en tout cas par moment. Oui, je comprends, c'est quelque chose qui revient souvent quand j'échange avec les aidants, c'est ce bouleversement, dans les rôles et notamment quand il s'agit d'un aidant qui aide un ascendant et un parent. Ça peut être déstabilisant, mais c'est vrai que s'il y a de la communication entre les 2, voilà, là, c'est une transition qui se vit, généralement bien. Merci aussi de ton témoignage sur le fait que ton statut n'est pas reconnu. C'est vrai que c'est aussi une des intentions de ce podcast, c'est vraiment de faire témoigner les aidants au sens très large. C'est pas forcément au niveau, légal ou officiel. Pour moi, vraiment, toute personne qui va aider, que ce soit matériellement, psychologiquement, émotionnellement, une personne, malade ou qui traverse une épreuve de vie, pour moi, est un aidant parce qu'elle joue un rôle primordial dans le fait qu'elle aille, le mieux possible. C'est pour ça que ce podcast a pour vocation de donner la parole à toutes les formes d'aidants, même ceux qui ne rentrent pas dans les cases, en effet. Ouais. Et c'est chouette, merci Sophie de faire ça vraiment parce que c'est rien que trouver une oreille des fois pour nous écouter, c'est compliqué. Tout à fait. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une question. Tu m'as dit que c'était pas toujours simple de gérer ce statut d'aidant. Est-ce que tu as des habitudes ou tu as mis en place des choses pour prendre soin de toi aussi et préserver aussi toi ta santé, qu'elle soit mentale ou physique? Alors, donc, reprenons l'ordre chronologique des choses. L'attentat a eu lieu le 14 juillet 2016. Il nous a fallu, à ma maman et moi, quelques temps pour comprendre ce qui s'était passé, puisqu'en fait, c'est tout à fait normal, en tout cas. Il y a des personnes qui réalisent sur le coup ce qui se passe au niveau d'un trauma, et puis il y a des personnes, le choc est tellement fort et tellement puissant qu'il faut parfois des jours, des semaines, voire des mois. Et moi, ça a été mon cas. Il m'a fallu quelques mois pour réellement comprendre ce qui s'était passé et que ça avait touché ma famille et
pendant en fait ces mois-là, je commençais à voir donc la détérioration physique de ma maman, puisqu'elle a été dans sa position, elle se retrouvait sur la chaussée sud ce soir-là. Elle était prise entre les tirs du conducteur du camion avant qu'il soit achevé par les policiers et donc les tirs des policiers qui cherchaient à mettre hors de contrôle cette personne-là. Donc elle s'est retrouvée blessée par balle au niveau de l'épaule où elle avait déjà comme elle était soignante parce qu'elle a pris sa retraite en début d'année en service de rééducation physique, de médecine physique. Elle portait des personnes des fois qui avaient des charges lourdes de 120, 140 kilos qu'elle retournait avec son propre corps. Donc elle avait déjà un antécédent de capsulite sur l'épaule qui est venu aggraver en fait cette blessure qui était ancienne et qui fait partie de son métier. Et ça a touché un nerf, ce qui fait que c'est remonté au niveau des dents dans un premier temps, donc dans ces premiers mois où moi j'ai réalisé, après ça allait plus loin par la suite. Et elle s'est retrouvée du jour au lendemain à perdre toutes ses dents du côté où elle avait été touchée par la balle. Donc quand on commence à constater physiquement la dégradation de l'être aimé, on se pose des questions et on réalise. Souvent, on dit quelque chose qui choque les gens, mais qui pour nous aurait été beaucoup plus simple. Si ma maman avait perdu sa jambe, qu'elle avait été amputée, on l'ampute, elle reçoit les soins adaptés, c'est réglé, et même administrativement, il est facile d'estimer en fait le préjudice, d'estimer les frais médicaux, tandis que là, ça a commencé à se dégrader progressivement, et encore aujourd'hui, c'est difficile d'estimer puisqu'elle sort, on enregistre ce podcast le 25 octobre, elle a eu une opération le 27 septembre dernier. Donc voilà, il s'est passé 5 ans depuis ce soir-là, et c'est assez compliqué. Donc moi, je réalisais pas du tout que ça avait eu un impact sur nous, et même s'il y avait des détails, puisque au moment où ça s'est passé, finalement, moi j'étais en train de voyager, j'avais fait un burn-out, et du coup j'étais partie pour oublier tout ce que j'avais pu subir comme pression psychologique dans mon propre métier. Et comme j'avais une pression psychologique, je m'étais finalement maltraitée physiquement puisque j'étais droguée au niveau des médicaments. J'avais vraiment une addiction médicamenteuse très forte puisque je cohabite avec une endométriose et une adénomiose et qu'il est parfois insupportable de sentir mon propre corps. Et quand on travaille, parce qu'à l'époque je travaillais avec des enfants en tant que directrice et coordinatrice de séjour, quand on travaille H24 avec des enfants qui nous donnent une énergie de dingue, mais qui aussi en demandent beaucoup, il faut arriver à tenir physiquement. Et du coup, c'était vraiment ma soupape, et jusqu'au jour où j'ai pété les plombs, et quand je me suis rendu compte de la situation dans laquelle j'étais, c'était pour moi inconcevable que ma vie continue dans cette direction-là, en tout cas dans ce chemin. Donc je suis partie en Espagne pour découvrir l'Andalousie, qui était une région qui me fascinait vraiment, et donc j'étais là-bas au moment où ça s'est passé. Et ce qui est assez fou, c'est que le soir où ça s'est passé, ça c'est pour la petite anecdote, au moment où il y avait un inconnu qui cherchait à détruire la vie de milliers de personnes, en tout cas, ou je sais pas quelle était son intention, mais en tout cas, c'est un des résultats qu'on peut constater à ce jour. Et ben moi, il y a 2 personnes qui m'ont ouvert leurs portes, qui m'ont juste vu marcher dans la rue, qui m'ont demandé si je faisais le chemin de Compostelle. Je leur ai dit non, mais j'allais le faire en fait à ce moment-là, puisque ça revenait beaucoup sur mon voyage, et elles m'ont dit bah c'est pas grave, viens chez nous, on a de quoi manger et on a une bonne douche. Et vraiment ces 2 personnes-là, je les remercie, et d'ailleurs je ne sais pas si un jour elles entendront ce podcast, mais on ne sait jamais. Sean et Carolina, un Américain et une Polonaise qui se sont rencontrés sur le chemin de Compostelle, qui m'ont ouvert leurs portes en Andalousie.
situation totalement improbable, mais qui m'a permis de garder le cœur grand ouvert et à ma famille de ne jamais tomber dans ce qui peut souvent être le cas dans ce genre d'événement, dans de la haine envers autrui et de voir l'autre comme un potentiel ennemi ou danger et vivre avec cette terreur-là. Donc je les remercie. Mais c'est vrai que tu vois, quand j'ai appris ça, j'étais à l'autre bout du monde pour moi. J'étais sur une autre planète, j'étais complètement déconnectée. J'avais lâché mon téléphone. On avait déjà des téléphones portables, ce que j'appelle intelligents, puisque maintenant ils ont des applications. Enfin, ils font tout presque, sauf appeler les gens. Et du coup, j'avais repris un téléphone qui permettait juste d'appeler les gens. Enfin voilà, j'étais presque injoignable. Je le branchais très peu parce que j'avais très peu de charge. Je voyageais d'une manière totalement alternative, sans argent, en dormant chez l'habitant ou dehors si je rencontrais personne ce jour-là. Donc tu vois, j'étais sur une autre planète et revenir en France. Au début, ma maman voulait pas que je vienne parce qu'elle avait des énormes hématomes et elle voulait me préserver. Elle voulait pas que je la voie dans cet état. Elle n'était pas tout à fait consciente de ce qui lui était arrivé aussi et il lui fallait le temps d'atterrir. Elle a formulé en tout cas ce besoin d'être seule et elle n'était pas tout à fait seule puisqu'elle a vécu ça avec son compagnon, son copain, qui est toujours son copain actuel. Et du coup, j'ai respecté sa volonté, mais au bout d'un moment, je croisais des personnes sur mon chemin qui me demandaient ce qui s'était passé et comment on le vivait en tant que Français, ce que je ressentais. Et les gens savaient même pas que ma famille était là-dedans. Et donc, au bout d'un moment, j'ai eu besoin d'avoir des réponses. Donc, je suis rentrée finalement en France. Mais même ça n'a pas suffi. Vraiment, je te dis, il a fallu que je commence à voir cette dégradation physique. Et je me souviens en rentrant, la maison était dans le noir. Ma mère ne faisait plus les machines. Les fleurs étaient fanées dans le vase. Enfin voilà, tout était comme suspendu. Le temps était suspendu et c'était. J'avais l'impression, je vais faire un paradoxe un peu dans ma tête, mais d'être dans ce manoir hanté à Disneyland Paris là, où où c'est un peu figé dans le temps, comme ça. Et c'est pas glauque, c'était beau. Il y avait une forme de poésie dans tout ça, mais j'ai bien senti que la vie s'était arrêtée, mais c'était pas assez. Et finalement, même en voyant cette dégradation physique, j'ai compris à ce moment-là l'importance de mon rôle et c'est là où j'ai vraiment incarné pleinement mon rôle d'aidante. Mais pour moi, c'était normal puisqu'il y a cette notion qui est assez forte de loyauté familiale. Et du coup, c'était normal de faire ça pour un membre de ma famille, même si, enfin, ma maman, quelqu'un d'autre, parce qu'on nous inculque qu'on fait ça, que c'est logique que les jeunes générations prennent soin des anciennes. Voilà, c'est dans la culture. Et puis, ma maman fréquentait et fréquente toujours une personne qui est moitié cambodgienne et moitié vietnamienne. Donc, dans sa culture, ils ont l'habitude de vivre avec leurs vieux, comme on dit. Et du coup, ça choquait pas, en fait. Donc, il y a personne, à un moment donné, qui s'est dit que ce que je faisais, ça avait un rôle, vraiment. Et puis, un jour, j'ai reçu un appel totalement imprévu. Un peu, c'était vraiment, sincèrement, quand j'ai décroché mon téléphone ce jour-là, c'est comme si le Père Noël m'appelait, hein, je t'avoue, parce que c'est le truc tombé du ciel. Tu sais même pas comment la personne a eu ton numéro à ce moment-là. Et c'est un juriste qui m'a appelé, qui fait partie d'une association d'aide aux victimes d'attentats. Je m'en souviens encore, c'était durant l'été 2019. Je venais de prendre cet appartement que je suis en train de quitter là à Marseille. Et en fait, il a posé des mots sur tout ce que j'étais en train de faire depuis 2016. Donc voilà, il s'est passé beaucoup de temps. C'est une longue réponse, mais c'est pour moi important de le formuler aujourd'hui parce que je crois que, enfin, en ayant rencontré beaucoup d'aidants après ça, parce que forcément, une fois qu'on pose un diagnostic sur quelque chose, c'est un peu ce qui s'est passé avec l'endométriose pour moi, ben on se retrouve.
Et la vie, de toute manière, veut qu'on se retrouve. Énergétiquement, il y a quelque chose qui nous rassemble. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on était beaucoup à avoir passé beaucoup de temps à faire ce qu'on fait. Et du coup, comme on fait quelque chose qui est censé être naturel, qui est culturel, en tout cas, on nous le fait croire, on s'oublie. Et moi, j'avais perdu ma propre identité. Donc, pour répondre à ta question initiale de 2016 à 2019, je n'ai rien mis en place puisque je n'étais même plus connectée à mon être et à mon essence. Et finalement, ce juriste que j'aime beaucoup, je sais pas si il m'autoriserait à citer son nom, mais en tout cas, je sais qu'il peut se reconnaître si il m'entend. C'est vraiment quelqu'un, pour moi, ça a été une vraie lumière de juillet à décembre cette année-là, puisque c'est lui qui m'a aidé administrativement à monter mon dossier, qui a même rédigé des lettres pour moi. Et après, on a collaboré ensemble pour qu'il y ait mon empreinte dans ces lettres et que ça soit pas quelque chose d'administratif, voilà, qu'il y ait ma touche à moi, puisque c'était quelque chose que à la base j'aurais dû écrire, mais il voyait très bien que ça faisait des mois et des années qu'on remplissait des papiers et que je commençais à être fatiguée et épuisée de cette tâche-là. Donc il m'a énormément soulagée et ça a vraiment été une bouffée d'oxygène. Et quand je l'ai rencontré, j'étais déjà, quand on est victime d'attentats, en tout cas dans le cadre de celui qui s'est passé à Nice, les victimes collatérales ont eu droit à 2 ans de prise en charge psychologique avec des psychologues de notre choix pour un montant de 50 € par séance. Il y avait juste le montant qui était limité, c'était la seule condition, mais je pouvais aller chez la psychologue 3 fois par semaine si je le désirais. Donc ça, c'est vraiment une des rares choses qu'on a pu en tout cas avoir à ce jour comme aide. Mais ça a été vraiment quelque chose de super précieux. Et en fait, il m'a aidé à ce moment-là. J'étais avec une psychologue où ça se passait bien, mais c'était pas, enfin, comment dire, je déversais beaucoup en séance psy et ça n'avançait pas pour mes propres projets. C'était vraiment focalisé sur mon rôle auprès de ma maman et ma maman. Et lui m'a poussé et aidé, en tout cas, dans une autre direction, à me recentrer sur moi-même. Et du coup, ça tombait bien. Je venais de prendre mon appartement à Marseille, un petit peu plus loin que Nice. C'était une première étape pour couper le cordon et pour recommencer à me réapproprier ma vie, puisqu'en fait, moi, quand j'ai quitté ma maison à 18 ans, je n'ai jamais eu de maison. Ma maison, c'est le monde. C'est ce que, enfin, je la considère ainsi. Et du coup, je voyageais aux 4 coins du monde. J'étais jamais là. Enfin, c'était vraiment. Je revenais pour les fêtes. On s'est créé notre propre fête d'ailleurs avec ma maman le 12 avril pour être sûr d'avoir une date dans l'année où se retrouver et où célébrer tout ce qu'on ne pouvait pas célébrer autrement, puisqu'en plus quand j'ai travaillé dans le secteur socio-éducatif, on avait, moi je travaillais les jours fériés, les vacances, les dimanches. Donc il nous fallait un moment pour célébrer la vie. Et là, venir à Marseille, pour moi, c'était vraiment assez fou. Et lui m'a aidé, en fait. Il m'a soutenu à vraiment continuer dans cette démarche. Et ce que j'ai mis en place avec son aide au tout début, c'était déjà quand j'apprenais une mauvaise nouvelle ou quand on avait un obstacle qui venait nous challenger sur le chemin, de pas être dans la réaction immédiatement et surtout ne pas être avec la personne qu'on aide. Parce que souvent, quand on est avec la personne qu'on aide, c'est les émotions et les sentiments qui prennent le dessus. Et en fait, on est capable de tout. Enfin, moi, j'étais capable de rentrer, et je suis rentrée dans des colères animales et sauvages, finalement, et qui étaient destructrices parce que la personne qu'on aide nous voit dans cet état-là, et déjà qu'il y a ce sentiment d'impuissance qui est très fort et très présent dans ce rôle-là. Ouais, c'est vrai que ça a été la première chose qu'on a mis en place. Et puis beaucoup de communication. En fait, je t'avoue qu'il n'y a pas de
il y a moi tout ce que je fais dans ma vie en termes de routine et en gestes bien-être, mais qui sont associés à mon mode de vie finalement. Il y a dedans de la médecine ayurvédique, de la naturopathie, du yoga, du coaching, auto-coaching. Enfin voilà, ça c'est ma vie telle qu'elle est, mais je l'ai pas fait par rapport à ma situation d'aidante. En fait, c'est vraiment pour moi ce qui a été important de mettre en place, c'est cet éloignement physique, vraiment, parce que quand j'avais eu cette prise de conscience de la dégradation physique de ma maman, moi j'ai eu ce besoin de me rapprocher physiquement. Et donc je suis retournée vivre chez elle. Et ça a été le plus difficile puisque j'étais en couple à cette époque, mais j'avais plus de travail. En tout cas, je faisais plus l'activité que je faisais avant mon burn-out. Donc j'allais de mission d'intérim en mission d'intérim, puisque je pouvais jamais vraiment prendre des longs engagements. Il fallait se rendre disponible pour les rendez-vous médicaux, il fallait se rendre disponible pour les rendez-vous administratifs, et puis juste se rendre disponible pour la personne qu'on aide. Déjà qu'avec l'endométriose, c'est pas simple d'être opérationnel tous les jours du mois et de l'année. Alors si en plus on se rajoute ça, c'est énorme. Mais oui, l'éloignement géographique, ça a vraiment énormément joué et petit à petit se fixer un cadre parce que au tout début, j'y allais toutes les semaines, voire plusieurs fois par semaine. Et du coup, la deuxième chose que je pourrais préconiser, c'est de demander de l'aide. Voilà, parce que finalement, moi, c'est quelqu'un qui est venu sans que je demande quoi que ce soit, qui est venu à moi. Et du coup, lui nous a apporté des solutions. Déjà, il était là. Et ça a changé énormément de choses pour moi. Et après, du coup, il a fallu trouver quelqu'un pour ma maman, de son côté, et quelqu'un pour nous deux, ensemble. Et donc, demander de l'aide, demander autour de nous. Et de l'aide extérieure à la famille et aux amis. Puisqu'en fait, ça n'est pas notre rôle. Enfin, même moi, ça n'est pas mon rôle, normalement, d'être aidant. Il devrait y avoir une personne pour ma maman. Mais c'est compliqué administrativement quand on n'est pas reconnu comme victime de quelque chose. On a le droit à rien en fait en France. Et en tout cas à ce jour. Et vraiment, c'est compliqué. C'est compliqué de demander aux amis parce que chacun a sa vie et enfin, les gens ne sont pas là pour ça. Et moi d'ailleurs, en reprenant des consultations avec une psy où on était vraiment centré sur ma personne et mon être, déjà il faut retirer toute la diabolisation du mot égoïste qu'on peut faire en France, hein, parce que penser à soi c'est égoïste. Non, non, penser à soi c'est vital. Je me suis rendu compte qu'il y a des choses que je pouvais pas demander à des personnes autour de nous et qu'il fallait vraiment des personnes dédiées parce que les amis et la famille sont là pour autre chose. Ils peuvent être une bonne oreille, une bonne écoute, mais c'est lourd. C'est lourd à porter et cette sensation, quand tu m'as demandé comment je me sentais, de lourdeur, que j'ai encore et qui j'espère un jour s'estompera, elle est très présente et moi j'avais très très fort en plus cette culpabilité et je l'ai encore qui est là parce que mais en même temps c'est normal. Je n'étais pas là au moment où ça s'est passé. Et j'ai presque envie de dire c'est normal et heureusement que j'étais pas là au moment où ça s'est passé. Déjà parce que peut-être je serais pas là à enregistrer ce podcast maintenant, mais aussi parce que je suis contente qu'on ait fait tout ça ensemble, toutes les deux, aujourd'hui, et qu'on en soit arrivé à un stade où ma maman s'est fait opérer il y a un mois, avec ce qui se passe aujourd'hui, les conditions de restrictions sanitaires, elle s'est fait opérer à Monaco pour pouvoir se faire opérer de telle façon à ce qu'on respecte ses choix par rapport à son corps. Dans ce cas-là, il fallait aussi respecter les conditions monégasques et donc pas de visite. Personne qui pouvait l'accompagner et personne qui pouvait être là pour elle pendant 3 jours. Donc ça, c'est demander de l'aide au personnel médical
à ce moment-là et aux aides-soignantes, aux infirmières, demander de l'aide aux chirurgiens et à l'anesthésiste pour que ces personnes-là veillent sur la personne sur qui on a l'habitude de veiller. Et à son retour, eh bien, moi, j'ai ma vie qui a repris depuis et je pouvais pas être disponible les 2 premiers jours. Eh bien, c'est avoir une infirmière qui vient à domicile, avoir une aide ménagère qui est venue aussi pour des tâches. Mais tout ça, ça demande énormément. Alors, il y a des choses qui peuvent sembler être du bon sens. Pour beaucoup de personnes, ça peut sembler normal qu'une infirmière s'occupe de nous à l'hôpital. C'est pas toujours le cas. C'est triste. Et là, c'est un rire jeune que j'ai, mais c'est triste, c'est pas toujours le cas. Et en plus, il y a s'occuper et s'occuper. Il y a s'occuper en venant changer de pansement ou en venant donner un calmant parce que la douleur est trop forte. Et s'occuper de la personne, moi, tel que je l'entends, c'est prendre le temps de s'asseoir au bord du lit et tenir la main de la personne et la laisser se déposer et répondre aussi à ce moment-là. Donc, ouais, c'est vraiment, je pense, important de se détacher physiquement, voire géographiquement, et de demander de l'aide. Si je dois retenir 2 choses. Super. Alors, merci pour cette longue réponse qui est en fait un récit, il me semble nécessaire pour comprendre, tout ce cheminement et cette complexité de ce processus en fait qui t'a déjà amené à réaliser ton statut d'aidant et même si ce n'est pas officiel, on le rappelle. Puis tout ce cheminement depuis, tu as abordé énormément de choses et je suis sûre que ce sera très utile. Si je pouvais reprendre 2-3 choses rapidement, il y avait l'idée aussi de se reconnaître en tant qu'aidant et se reconnaître les uns les autres. Voilà, on est extrêmement nombreux en France, que ce soit officiellement ou non, à être aidant et on sera une très grande majorité dans notre vie à être amené à être aidant. Donc c'est important qu'on connaisse la notion et qu'on se reconnaisse. C'est pour ça que ce podcast est là aussi. Il y a la notion de savoir bien s'entourer, que ce soit bien entourer la personne aidée et bien s'entourer soi. Ça, moi, voilà, en tant que thérapeute, je ne peux que l'appuyer aussi. Et j'ai de plus en plus de personnes en consultation qui sont des personnes aidantes et qui viennent pour prendre soin d'elles. Même si elles ont peu de temps et peu de moyens, c'est important de prendre soin d'elles parce qu'elles réalisent que pour durer et continuer à aider la personne, elles ont besoin d'être en bonne santé physique et mentale. Et pour terminer, il y avait aussi la notion que tu as abordée rapidement, mais qui est importante et qui revient dans plusieurs podcasts, dans plusieurs de mes conversations, qui est de la culpabilité. Et pourtant, tu as bien précisé que c'était dans ta culture, qu'il y avait beaucoup d'amour entre ta maman et toi, mais malgré tout, il y a ce sentiment de culpabilité qui reste. Est-ce qu'il est toujours présent? Est-ce qu'il fait toujours partie de ta vie? Ouais, clairement, il est toujours présent. Alors, il est moins présent parce que on a fait du bon taf avec ma psychologue, clairement. Je dis on puisque c'est pas le psy qui fait le travail et c'est pas moi toute seule. Pour moi, tout est co-création, collaboration. Même moi, quand je décide de lancer un cours de yoga, en soi, c'est ma propre idée, mais c'est une collaboration avec l'univers. Donc voilà, je suis jamais seule dans tout ce que je fais. Et j'aime bien ça. J'aime bien dire qu'on était une équipe parce que justement, comme je l'ai dit, hein, c'est finalement ce juriste qui s'est pointé à ma porte un jour. Et je crois aussi que le fait de m'être senti entendu, mais à ce moment-là, je me suis sentie moins seule, finalement, comme tout s'est enchaîné. Après, au niveau des rencontres, c'est important dans ce statut-là et ça aide à déculpabiliser, justement, puisque on se confronte à d'autres histoires, à d'autres témoignages, à d'autres manières de vivre ce rôle-là. Et en fait, on se rend compte qu'on a tous et toute cette culpabilité. Alors au début, j'étais un peu et beaucoup même dans le déni et je savais pas trop d'où ça sortait. Donc voilà, je l'avais un peu planqué sous le tapis et je me suis dit on s'en occupera plus tard. Sauf que moi, plus je me suis reconnectée à mon être et à mon essence, plus j'incarnais à nouveau mes valeurs et j'incarnais celle que je suis, cette amoureuse de la vie et ça m'a amené à me détacher de ma maman dans plein de situations et je suis passée
si je reprends il y a quelques années, j'étais avec elle dans le canapé et on passait toutes nos journées ensemble dans le canapé. Alors, je l'aidais pour la douche, voilà, enfin, il y avait les besoins vitaux du quotidien. Mais voilà, c'est ce qui se passait. Là, aujourd'hui, je rends les clés de mon appartement bientôt pour repartir explorer le monde. Et forcément, à ce moment-là, on se dit, qu'est-ce qui va se passer? Et moi, ce que je me suis surtout dit, c'est, est-ce que je suis pas en train d'abandonner? Donc il a fallu déconstruire ça, puisque c'est pas un abandon, clairement. Je pense que ça, c'est important de le souligner. C'est pas parce qu'on vit notre vie qu'on abandonne l'autre. Les deux peuvent exister dans la même réalité, tout simplement. C'est juste que par moment, on est plus présent. Moi, j'étais très présente quand on passait notre journée dans le canapé, physiquement, psychologiquement, émotionnellement, j'étais très 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 présente. Et, euh, et là, je le suis toujours, mais sur d'autres plans. Et ça m'a beaucoup aidé de comprendre que ça n'était pas un abandon, ce qui se passait, que c'est juste la suite logique des choses, puisque la vie continue. Et j'ai parlé de cette sensation où le temps s'était un peu arrêté et suspendu. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui sont encore en cours, comme notre dossier, qui est toujours ouvert administrativement, qui va bientôt du coup passer devant les tribunaux, puisqu'on en est à une décision de justice qui doit être rendue au bout d'un moment. Le procès de la ville de Nice n'a toujours pas été ouvert. Ça va bientôt se faire dans quelques mois. Là, pour l'instant, en France, au niveau des attentats, on est sur celui du Bataclan à Paris. Donc, on va bientôt arriver sur notre dossier. Mais tout ça, comme on a demandé de l'aide avant, on a remis dans les mains des avocats, des juristes et de personnes qui, alors qu'on paye, pour l'instant toujours de notre poche. Donc ça aussi, ça fait partie de cette lourdeur qu'on ressent, mais qu'on paye et qui du coup s'occupe de ça. Et en fait, ça préserve notre énergie physique et mentale. Et moi, ça me permet de pouvoir m'éloigner géographiquement, puisque je sais que administrativement, j'ai plus à être là, qu'il y a quelqu'un qui va gérer. Et si cette personne demain ne gère plus pour X ou Y raison, n'en tienne qu'à moi, je vais retrouver une personne qui voudra bien s'occuper de ça, puisqu'il y a des personnes qui sont fabuleuses et qui sont beaucoup trop peu mis en lumière, qui justement se dédient toute leur vie, pour certaines, à aider les victimes d'attentats ou les aidants de d'autres rôles, en tout cas qu'on peut avoir dans notre vie. Et ça m'a aidé à déculpabiliser. Ma culpabilité est plus légère. Elle sera toujours là, mais en même temps, elle est là dans énormément de situations. On est dans une société où si on ne... Je parlais tout à l'heure des petites cases à cocher. Si on répond pas à telle ou telle case, tel ou tel critère, on nous fait culpabiliser. Là, je vais sur mes 32 ans, j'ai toujours pas eu d'enfant. J'avais un appartement, je le quitte pour aller on ne sait où, je ne sais quand. Et du coup, c'est hors norme. Et on me fait culpabiliser énormément. Alors que ça soit des personnes qui vivent une vie où eux ont décidé de cocher les cases et que ça leur convient, ça c'est ok, mais souvent c'est pas ces personnes-là qui me font culpabiliser, c'est plus les personnes qui sont frustrées dans leur vie parce qu'en fait elles ont suivi le chemin, l'unique chemin qu'on nous propose. Et du coup, comme on n'est pas, on est tous uniques, donc se conformer à un seul et unique chemin, c'est très compliqué. Et cette culpabilité-là est présente pour beaucoup d'entre nous, je pense. Donc moi, je la ressens sur plein d'aspects de ma vie. Maintenant, je me suis dit, en tout cas, et c'est là où je vois que ma thérapie porte ses fruits aujourd'hui, parce que c'est vraiment quelque chose, une croyance que j'ai ancrée dans mes cellules et dans tout mon être et que je vibre et qui, j'espère, du coup, vibrera là, même si ça n'est qu'avec le simple son de ma voix, que c'est normal de culpabiliser et que c'est pas parce qu'on culpabilise qu'on ne doit pas faire en fait les choses.
et qu'on ne doit pas vivre notre vie et qu'on ne doit pas écouter notre cœur, écouter nos envies, puisque si on ne vit pas notre vie, qui la vivra pour nous? Et encore plus dans une situation où on a aidé l'autre, où déjà on s'est beaucoup mis entre parenthèses et on continue de se mettre entre parenthèses et où je sais qu'il y a plein de moments où, plein de parenthèses à venir, j'allais dire, mais oui, c'est ça en fait, dans ma vie. J'ai pas envie demain de me dire que j'ai vécu la vie de quelqu'un d'autre ou que j'ai pas vécu pleinement ma vie. D'ailleurs, sûrement que ta maman n'a pas envie de ça pour toi non plus. Oh ouais. Oh oui, déjà elle en avait pas envie pour moi avant tout ça. Alors maintenant encore moins. Et puis en fait c'est euh, c'est assez fou parce que on se dit bon, ma maman a été touchée physiquement et psychologiquement, ça a été le plus difficile. Mais depuis le jour où j'ai décidé, enfin je vais pas dire d'aller mieux, mais où en tout cas je me suis reconnectée à mon essence et à moi-même, ça lui a donné une espèce de lueur d'espoir pour elle-même. Alors ça a été un peu plus long à se mettre en chemin, hein. C'est pas un déclic immédiat. Voilà, c'est pas ah oh, waouh, l'autre est comme ça, je vais briller moi aussi et pouf, on jette toute sa garde-robe, on se rachète que des couleurs, voilà, c'est non non, c'est et encore moi j'ai de la chance parce que dans tout ce qui s'est passé, par exemple ma maman a la coquetterie de se mettre du rouge à lèvres. Je crois que je n'ai jamais vu ma mère sans rouge à lèvres de toute ma vie. Voilà, elle a toujours le même rouge à lèvres. Et même quand elle prend sa douche et qu'elle s'est lavée, c'est comme si son rouge à lèvres était encore là, quoi. Je sais pas s'ils font des tatouages de lèvres avec de l'encre, mais c'est presque pareil, sincèrement. Et moi, elle n'a jamais arrêté de le faire. Quand ça s'est produit, à aucun moment, elle a laissé tomber les petits riens qui font son identité. Et c'est ça aussi qui a été compliqué à vivre quand j'ai pris conscience de mon rôle d'aidante. Il y a eu un peu ce truc de mais elle s'est pas oubliée. Et quand on a ce genre de pensée, c'est super dur parce qu'après on se dit non mais attends, regarde ce qu'elle a vécu et ce qu'elle vit au quotidien. Mon Dieu, mais t'es une abominable personne de dire ça. Et toi t'étais pas là, t'as pas vécu ça. Souvent, ce qu'on dit aux personnes qui sont à la caisse handicapées ou qui se gardent sur les places de parking pour les personnes handicapées, on leur dit de prendre notre handicap. Bah, tu vois, je me disais pareil, quoi. Je me dis, attends, tu payes avec son handicap, quand même. Et pourtant, alors, c'est une chance pour moi parce que j'ai pu continuer à l'aimer finalement et à l'aider sans me poser de questions et sans mettre un mot sur ce que je faisais parce que ça restait ma maman et que je l'ai pas vue à un moment donné sortir de cette identité, adopter une posture de victime, se laisser aller et se dégrader à tout point de vue, ce qui est parfois le cas, et ça je l'ai vu auprès de mon grand-père qui a été atteint d'un cancer où le jour où il a décidé qu'il était malade, c'était sa 3e récidive de cancer et au final il est parti à ce moment-là, alors que les 2 premiers cancers continuaient à être lui et il continuait à je crois que c'est une personne qui sortait peut-être 52 fois par jour, donc un peu hyperactif, mais voilà, il continuait à aller prendre son bain dans la mer à 6 heures du matin ou autre. Et du coup, c'est une force chez ces personnes-là. Et tu vois, enfin moi, ça m'a vraiment aidé ça, à tenir. Et moi, quand j'ai reconnecté avec ça, ça a eu cet effet aussi, ricochet, finalement. Cet échange d'énergie que elle m'avait apporté pendant tout ce temps inconsciemment, moi, je lui ai apporté. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit à un moment donné, ma maman a pris sa retraite. Parce que pour rester en maladie, quand on a passé toute notre vie dans le social, parce qu'elle travaillait depuis ses 16 ans quand même comme aide-soignante, on a 30 ans d'écart, donc elle a exactement 62 ans. C'est long, toute une vie à aider l'autre et à travailler énormément, parce qu'elle travaillait beaucoup. Donc elle s'est dit que c'était bien finalement de prendre sa retraite, d'officialiser ça pour se consacrer à autre chose. Et comme elle m'a vu m'épanouir et depuis mon burn-out finalement oser aller vers ce qui faisait vibrer mon cœur, et aujourd'hui je suis heureuse pour elle parce qu'elle fait des formations,
parce que c'est tout bête, hein, mais sa garde-robe lui ressemble de plus en plus, parce qu'elle ose s'affirmer. Même sa maison a énormément changé. Ma mère est fan des anges, et je pense qu'elle sera très heureuse que je lui que je le dise ici quand elle écoutera le podcast. Mais du coup, elle s'est autorisée à avoir un intérieur qui lui ressemble et qu'elle aime. Et je la vois de plus en plus finalement ressembler à la mère que je voyais, mais dans certains moments, parce que quand on est adulte, il y a tout ce masque social qu'on se met parce qu'on coche pas les cases finalement. Et parfois, c'était ma maman, parce que moi j'étais intime avec elle et qu'on avait une bonne relation. Mais je pense qu'il y a des enfants qui voient pas toujours l'essence de leurs parents et ma maman aujourd'hui, c'est la maman que j'ai aimée depuis toujours. Et mon rayonnement fait qu'elle rayonne. Donc, c'est fort. C'est extrêmement fort et puissant ce que tu nous dis là. Franchement, c'est inspirant. Vraiment, ce que je retiens, c'est que voilà, que ce soit la culpabilité ou quelle que soit l'émotion qu'on considère comme négative qui nous traverse, tout est une question d'état d'esprit et d'acceptation. Et aussi, ce que je vois dans votre expérience à ta maman et toi, c'est que l'important, c'est de se nourrir l'un à l'autre, quelle que soit l'épreuve qui se trouve sur le chemin. Alors, je sais personnellement que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais de l'entendre, j'espère que ça fera du bien à certaines personnes qui vivent des épreuves difficiles en ce moment. Donc vraiment, merci pour ça. Merci Luna, tu as beaucoup parlé, mais je savais que tu étais une bavarde avant de te proposer ce podcast, donc je ne suis pas étonnée. Pour te dire vrai, tu as même répondu à mes questions avant même que je les pose. Et promis, à ceux qui nous écoutent, elle n'était pas au courant des questions. Donc finalement, ce sera très fluide, beaucoup plus fluide qu'une simple interview, et ça me va très bien comme ça. Pour terminer, du coup, parce que j'ai pas posé toutes les questions que j'avais à poser, mais elles ont été répondues, et c'est la magie de la vie. Si tu devais retenir, allez, j'aurais dit un, mais avec toi, on peut mettre trois. Trois aspects positifs que cette expérience t'a apporté, que ce soit pour toi ou dans la relation avec ta maman, qu'est-ce que ce serait? Euh, Je t'ai Très bonne coupé la chic. question. Oui, tu vois, t'as réussi à me faire taire. Mais en fait, c'est qu'il y en a tellement. Sincèrement, ça a été une des épreuves qui m'a fait le plus grandir, j'ai l'impression. Et bizarrement, là où ça m'a fait le plus grandir, c'est dans mon activité professionnelle. Alors, comme quoi la vie est une sacrée rigolote, puisque moi j'étais en plein burn-out et du coup, j'ai quitté mon emploi fin avril. Et l'attentat a eu lieu le 14 juillet. Donc j'ai pas eu le temps de partir longtemps en Andalousie. Bon, déjà, ça a été très intense, parce que j'avais choisi une façon de voyager qui, euh, qui a intensifié les choses. Et je suis revenue en France fin juillet, début août. Et je me suis directement plongée dans ce rôle-là. Et j'ai pas eu le temps de faire le deuil de mon ancienne activité. Et j'ai pas eu le temps, du coup, de guérir de ce qui s'était passé. Et finalement, quand on a fait toute cette thérapie, que j'ai pu voir souvent s'entremêler, c'était mon essence qui émergeait et cette opposition avec mes obligations vis-à-vis de mon rôle d'aidante. Et comme je l'ai dit à un moment, j'étais obligée à un moment de travailler en intérim, quand j'étais encore salariée et que j'étais pas chef de ma propre entreprise, parce que c'était compliqué pour moi de me dégager du temps. Mais je détestais ça. Vraiment, pour moi, c'est invivable. En tout cas, j'ai pas réussi dans le milieu du salariat à trouver mon bonheur, à m'épanouir. Et du coup, c'était beaucoup de peur, de frustration et d'angoisse au quotidien. Ça répondait pas du tout à mes valeurs. Et le fait d'en parler en thérapie, de pouvoir déverser et de pouvoir énormément visualiser mon futur, planifier,
petit à petit, il y a des choses qui se sont mis sur mon chemin et en fait, l'idée de passer à mon compte, alors j'ai toujours su que je serais chef de ma propre entreprise, mais je pensais pas que ça se ferait si tôt, si vite et de cette façon. De toute manière, le jour où j'ai décidé de créer mon entreprise, je fais comment on fait? Je me suis inscrite sur le site de l'URSSAF, rien n'était prêt, j'étais même pas formée, mais j'ai créé mon entreprise, c'était décidé et voilà donc. Mais pour moi, c'était évident, parce que c'était un désir que j'avais en moi depuis toujours. L'endométriose liée à tout ça, c'était vraiment l'opportunité rêvée. Mais une fois qu'on a notre numéro URSSAF, il faut bien pouvoir faire des déclarations à l'URSSAF et autres que des zéros. Et du coup, tout ce qui s'est mis en place, c'est vraiment énorme. Et tu vois, tu me dis, je pourrais te demander 3 choses, mais moi, finalement, la chose qui m'a le plus été salvatrice dans tout ça, c'est le fait d'oser incarner qui je suis et d'oser porter ma voix. Parce que quand je suis devenue aidante et quand ça nous est arrivé avec ma maman, il faut dire qu'on n'en a pas parlé à nos proches pendant 1 an. Donc personne autour de nous savait. Alors déjà il y a eu cette phase de déni, le temps de prendre conscience et autres, mais pendant 1 an personne ne savait ce qui s'était passé dans notre vie. Et tout simplement parce qu'au début, quand ça se passe, quand ce genre de choses se passe, on va au commissariat, on va voir l'assistante sociale, on va voir les médecins, et en fait on raconte en boucle ce qui s'est passé. Alors au début c'est très pénible. Maintenant j'arrive à le raconter et à plus verser de larmes, même si il y a toujours quelque chose qui est très fort dans ma gorge. Mais c'est compliqué. Et ce qui est le plus dur, c'est le regard de l'autre, parce que on est face à moi en tout cas, j'ai toujours été face à 2 types de personnes. Les personnes qui sont curieuses, et j'appelle ça de la curiosité mal placée, parce qu'elles veulent savoir et comprendre, et c'est humain. C'est pas mal placé, c'est humain. Maintenant, je me rends compte. Parce que on a du mal à imaginer ce qui se passe, et surtout ce genre de choses. C'est tellement puissant. Enfin, là, c'est des choses qui sont collectives et du coup qui touchent l'ensemble de l'humanité. Donc on a envie de comprendre. Et du coup, on pose des questions. Mais des questions qui sont sur le coup déplacées au début et difficiles parce que c'est compliqué de répondre et d'expliquer où on se trouvait, ce qu'on a vu, ce qu'on a senti. Et après, et c'est là le deuxième regard qui pour moi est encore difficile à gérer actuellement, quand je suis confrontée à ça et plusieurs fois d'affilée, c'est la pitié. Les gens qui nous prennent en pitié et là on sent qu'il y a une espèce de tapis rouge qui se déroule devant nous. Et ça c'est difficile. C'est difficile parce qu'en fait, être aidant et être victime de quel que soit le drame, le trauma, c'est quelque chose qui est très tabou dans notre société. Et du coup, les gens ne savent pas, ne sont pas éduqués et ne savent pas comment y répondre et comment faire. Et ils veulent bien faire. Dans les 2 cas, ils veulent bien faire. J'ai senti beaucoup d'humanité, beaucoup de bienveillance et les personnes sont désemparées. Et en fait, elles traversent tout ce que nous, on traverse au quotidien. Mais du coup, le fait de petit à petit mettre en place des choses pour moi et du coup pour nous, je dis aussi avec ma maman parce que du coup, quand forcément j'étais en création d'entreprise et que je me dégageais plus de temps qu'en étant salariée, ou en tout cas, maintenant j'ai la liberté de créer ma vie sur mesure et mes horaires et mon planning. Ça a eu un impact sur mon entourage. Et tout ça, j'ai pu le faire parce que petit à petit, j'ai libéré ma voix. Et j'ai osé dire, quand je suis allée demander de l'aide à tel organisme voilà, que j'étais l'aidante de ma maman et expliquer ces choses-là. Quand j'ai eu ce juriste au téléphone, j'ai pu lui expliquer où j'en étais. Et petit à petit, en parler. Ça permet aux gens de prendre conscience que être victime d'un attentat, c'est pas juste vivre l'attentat, être indemnisé par le gouvernement, et ça s'arrête là. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont encore surprises et choquées de savoir qu'on n'est pas indemnisé et qui pensent qu'on s'est créé une retraite au soleil sous les cocotiers, chose qui ne me déplairait clairement pas.
Ça, c'est sûr et certain, mais c'est pas du tout le cas. Et en fait, ils ont pas conscience de tout ce qu'on peut vivre et traverser. Et quand on leur explique, ce regard de pitié qui est là et cette sensation qu'ils ont d'être désemparés et vraiment où il y a beaucoup d'empathie qui est présente, c'est c'est lourd et en même temps, ben, c'est une guérison collective qui se met en chemin. Et moi, enfin, en étant dans finalement, je suis restée dans quelque chose de très social en étant professeure de yoga, coach, praticienne en Ayurveda. Ça me permet de rencontrer des gens tous les jours et du coup de parler de ma situation, de permettre aux gens d'avoir des prises de conscience, de porter un autre regard sur le monde, tout simplement. Et du coup, c'est très positif parce que les personnes, et je pense que vous l'avez senti pendant ce podcast, j'ai marqué dès longtemps d'arrêt, qui seront peut-être un petit peu manipulées, mais connaissant Sophie, sachant qu'elle aime l'authenticité, la spontanéité, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui resteront telles quelles. Ces temps-là, je les marque parce que, en effet, bah, il y a ce chat qui me serre la gorge et qui est là et qui est toujours présent. C'est pas une retenue de larmes, mais c'est l'émotion qui est là et qui est palpable. Et à chaque fois que j'en parle et à chaque fois que j'ai rencontré ces personnes et que je rencontre encore ces personnes et que je m'autorise à parler, malgré tout ce qui se passe dans ma gorge, je sens que ça aide les personnes et en plus de la pitié, maintenant, elles me regardent et elles me trouvent courageuse. Et elles nous trouvent avec ma maman courageuse. Et je fais pas ça pour être une super-héros et sauver la terre entière et retomber dans ce rôle de la sauveuse. Je fais ça tout simplement pour montrer on est humain mais qu'on a des super pouvoirs à l'intérieur de nous et qu'on a beaucoup plus de capacités en nous que ce qu'on pourrait imaginer. Et là, ça y est, les larmes montent enfin. euh, parce que moi, ce que je retiens de toute cette aventure, c'est qu'on a un potentiel énorme à l'intérieur de nous et qu'on est immensément capable. Et porter ma voix, ça permet aux personnes de se rendre compte qu'elles aussi sont capables de porter leur voix parce qu'on a tous et toutes des obstacles. La vie nous challenge tous et toutes et il y a beaucoup trop de choses taboues à l'heure actuelle. Et je pense au moment où on enregistre ce podcast qu'on est vraiment dans une époque et une ère où l'humanité se dirige, j'allais dire la planète, mais la planète n'a pas besoin de nous. La planète s'autogère toute seule et très bien. Mais où nous, les humains, en tout cas, et les êtres vivants, nous avons besoin de guérir et d'aller vers cette guérison collective. Mon Dieu que c'est beau. Et cet amour, enfin, qui est là et qui est présent et qui se transforme et finalement qui s'est transformé depuis, enfin, qui est passé par la pitié et le courage avant et qu'aujourd'hui je le vis comme tel, ben, c'est puissant et ça nourrit finalement, quand je parlais de rayonnement, ça nourrit nos lumières intérieures et ça nous permet de continuer à cohabiter au mieux avec nos parts d'ombre puisque dans toute situation négative, il y a du positif et inversement, c'est l'équilibre de la vie, le yin et yang et ça sera comme ça pour toujours. Pendant longtemps, je voulais un monde qui soit paix et amour. Bien sûr que c'est possible. Sincèrement, je pense que c'est possible. Mais ça restera possible avec ses parts d'ombre. Et comme là, cette histoire que l'on a traversée et qu'on continue de traverser parce qu'elle n'est pas terminée, et j'espère que administrativement, sincèrement, ça sera clôturé dans peu de temps. Je pense que oui, c'est juste qu'il y ait cet équilibre-là. Et aujourd'hui, ben, comment ça se répercute dans ma vie, forcément, c'est dans mon travail. Et c'est l'autre façon que j'ai de transmettre
puisque pendant longtemps, j'ai transmis mon amour à une personne et mon aide à une personne. Et aujourd'hui, je me tourne vers les autres et je porte ma voix et je suis là aujourd'hui pour transmettre tout ce qui s'est passé, tout ce que j'ai pu vivre, que ça soit émotionnellement, psychologiquement, physiquement aussi. Beaucoup de choses se cristallisent dans le corps à travers tous les outils que j'ai et mes pratiques du quotidien. Ça a fait un beau cercle finalement en partant d'un burn-out. On arrive à une renaissance professionnelle qui est... Sacré chemin entre les deux par contre. Chouette. Ouais. C'était pas un long fleuve tranquille. En tout cas, merci beaucoup Luna pour ce témoignage empreint de magie et surtout d'amour et voilà, qui te ressemble beaucoup pour moi qui te connais. Pour moi qui aussi ai suivi ton cheminement ces derniers mois et je réalise finalement ces dernières années, parce que je crois que ça fait quelques années maintenant qu'on se connaît. C'est aussi pour ça que je voulais que je souhaitais que tu interviennes dans ce podcast, parce que tu prennes la parole sur ce sujet. Je sais que le moment est juste pour toi et merci d'avoir accepté. Merci aussi à tous ceux qui t'ont écouté. Je suis sûre que ton témoignage leur sera utile. N'hésitez pas à lui dire, à lui envoyer des mots d'amour. Si tu as un dernier mot à nous dire, non, je rigole. Un dernier mot à nous dire, Luna, n'hésite pas. Moi, je voulais te remercier, Sophie, de m'avoir invitée. C'est vrai que ça commence à faire un moment qu'on se connaît et je suis très heureuse que la vie t'ait mis sur mon chemin. Je savais que c'était pour de grandes choses. Je suis très heureuse de t'avoir comme amie, comme naturopathe, comme ma maman. T'es aussi comme naturopathe. Voilà, parce que finalement, tu es aussi notre aidante d'une certaine manière. Et c'est fou comme une histoire peut ricocher sur énormément de personnes. Donc, si je devais te donner un dernier mot ou une dernière note pour cet épisode, c'est simplement incarner qui vous avez envie d'être, vos valeurs. Et si pour vous, votre monde idéal à l'heure actuelle ressemble à une utopie, eh bien, incarnez-le. Moi, ce que la vie m'a montré, c'est encore une fois, il n'y a pas de case. Et je suis là alors que je suis pas reconnue officiellement comme aidante, mais je suis là et j'ai fait tout ce que j'ai fait et je continue à faire tout ça au quotidien et je continuerai dans le futur. Donc faites-le. Personne ne peut vous donner l'autorisation d'être qui vous êtes. Et plus vous serez qui vous êtes, eh bien plus vous allez rayonner et avoir un impact et créer de la magie. Et ça sera magique, ça sera trop beau. Donc, ouais, vraiment, allez-y, c'est possible. Merci beaucoup pour ce dernier mot, qui était presque un dernier mot, très très inspirant. Merci pour tout ton amour, ta magie, ta légèreté, Luna, ça fait plaisir, je suis vraiment ravie d'avoir suivi mon cœur et de t'avoir invité dans ce podcast. Si vous voulez suivre Luna et tout ce qu'elle fait, évoquer tout au long de ce podcast, je vous mettrai les liens en barre d'infos pour aller la suivre, notamment sur ses réseaux sociaux. N'hésitez pas à lui envoyer plein d'amour et en plus elle adore parler comme vous le savez. N'hésitez pas. Et puis pour moi, je vous dis à très bientôt. Merci encore Luna et prenez soin de vous et de vos proches. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode du podcast Les Aimants. S'il vous a plu, touché ou s'il vous a été utile, n'hésitez pas à me le dire, mais aussi à lui donner une bonne note sur l'application de podcast que vous utilisez et à le partager autour de vous. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, c'est essentiel. D'autant plus que nous sommes au démarrage de ce podcast et qu'il est important que ce sujet et ces témoignages atteignent un maximum d'oreilles. De plus, si vous êtes vous-même aidant ou aidante et que vous aimeriez témoigner sur ce podcast, ou bien si vous connaissez quelqu'un susceptible de pouvoir intervenir, n'hésitez pas à me contacter. Pour le reste, on se donne rendez-vous sur les réseaux sociaux, sur Instagram @lesaimants_podcast et sur Facebook, Les Aimants. Prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt!